C'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va, les copains? Vous m'avez un peu manqué la semaine dernière, j'ai pas fait d'épisode. Pour tout vous dire, je bosse pas mal, mais sur d'autres projets annexes et je me disais, bon, voilà, te force pas, cet été c'est un peu plus cool sur le podcast, te force pas à faire des épisodes juste pour faire des épisodes. Je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, je trouve que c'est pas très agréable si c'est pas sincère. Et là, je sais pas, cette semaine, j'ai plein de choses à vous raconter. Je suis de bonne humeur, je suis bien dans ma peau. Alors qu'il s'est rien passé de particulier, mais ça fait tellement plaisir ce genre de moment où on se sent bien. Je crois que le seul truc en réalité qui a changé en ce moment, c'est vraiment ma manière de réguler mon système nerveux. Je prends conscience de plein de choses. En ce moment, j'ai vraiment pas mal de déclics. Et d'ailleurs, c'est le cas depuis Los Angeles, je me rends compte. Là, en ce moment, je me rends compte que je faisais plein de trucs dans tous les sens pour aller mieux mentalement cet hiver. Je trouve que j'ai passé un hiver un peu pourri, je sais pas vous, mais grosse remise en question de mon côté. Et j'allais voir une chiro, vous vous rappelez, pour réguler mon système nerveux et m'apaiser au quotidien, être plus zen, quoi. Et en fait, je me rends compte alors que c'était extrêmement efficace, mais que je mettais un pansement qui ne réglait pas le problème de fond. Je m'explique. C'est que j'allais voir cette chiro qui est excellente et je me sentais vraiment mieux quelques jours. Et puis ça revenait parce que dans le fond, je me rendais pas bien compte de la source de ma dérégulation, je dirais, du système nerveux. Et donc depuis quelque temps, je me mets plein de petits protocoles au quotidien. J'ai réadapté mon alimentation, qui est vraiment l'une des sources principales d'anxiété et qui vraiment est un frein au fait d'aller mieux mentalement. On le sait tous. Mais quelle flemme dans son quotidien de changer ça. Et puis honnêtement, déjà quand ça va pas bien et qu'en plus on vous dit ah bah faut arrêter tel aliment, tel truc. Ah non mais qui fait ça? Personne. On est d'accord. Donc je trouve que l'été c'est quand même vraiment un bon moment où parce que c'est plus calme, parce qu'on a moins de stimuli extérieurs, de mettre en place des petits changements dans sa vie comme ça. En tout cas, moi, c'est vraiment le mois d'août, il va être dédié à ces petits changements-là. Et donc ouais, j'ai changé un peu mon alimentation, je fais de la cohérence cardiaque. C'est très simple, vous tapez sur Google 5 minutes cohérence cardiaque, 5 minutes mentalement, on se dit qu'on peut le faire. C'est hyper facile à faire et je trouve que c'est un bon point d'entrée sur la méditation. Parce que je trouve qu'au départ, c'est pas forcément évident de méditer, alors que la cohérence cardiaque, vous n'avez qu'à suivre un mouvement de va-et-vient en inspirant ou en expirant. Vous avez le droit, entre guillemets, de penser à autre chose. C'est ok, tout est ok tant que vous respectez ce petit temps de respiration qui vous permet ensuite vraiment de réguler votre corps, votre mental, ça vous relâche les tensions, ça vous remet un peu les niveaux à zéro, quoi. Et j'ai lu quelque part qu'il fallait le faire 3 fois par jour, 3 fois 5 minutes, parce que la cohérence cardiaque, c'est en moyenne efficace durant 4 heures. Alors moi, je le fais pas encore 3 fois par jour, mais j'essaie de le faire au moins une fois et franchement, je vois grave les effets. J'essaye aussi de méditer. Je me mets une petite méditation qui favorise le sommeil et je fais quasiment plus de cauchemars. Je me réveille plus apaisée. Enfin, vraiment, c'est des sortes de changements qui font vraiment du bien dans mon quotidien et qui sont en train de grave m'apaiser et je me rends compte que ça a des effets assez étonnants par ailleurs. Alors franchement, je vous dis des trucs en mode l'eau ça mouille. Peut-être que vous êtes loin devant et que lorsque vous m'écoutez, vous allez vous dire bah ouais, ça semble basique, mais bon, moi j'apprends. Je découvre encore des trucs sur moi, hein, c'est normal, j'ai 34 ans. Mais en faisant ça et en me sentant mieux dans ma peau, je me rends compte que j'ai moins besoin d'être en lien avec l'extérieur. Alors, j'adore profondément mes amis, j'adore avoir une vie sociale et tout, enfin ça changera pas. Mais je sens en fait que j'ai plus besoin de moments paisibles qu'avec moi-même et que je suis moins dans la recherche à tout prix
de combler le moindre vide, la moindre petite partie de solitude dans mon quotidien comme ce que je faisais cet hiver. J'avais ce besoin, d'un côté très positif, de tester plein de nouvelles activités et tout, mais je trouve que je laissais pas assez de temps au vide et au calme dans ma vie, et je pense que c'était aussi une partie de la raison pour laquelle j'avais un système nerveux qui était tant irrégulier, quoi, parce que je devais tout le temps porter mon masque social, vous savez, le masque qu'on porte tous en société, et que ça finissait par m'épuiser. Donc ça, c'est un effet positif en ce moment, c'est que je suis vraiment bien tranquille avec moi-même, même si évidemment j'adorerais avoir un amoureux et que ça ne change pas sur le sujet, mais en attendant, je me sens bien. J'ai moins envie de faire du shopping, j'ai même plus du tout envie de faire du shopping. Je suis en mode waouh, mais Pauline, what the fuck? Alors c'est pas forcément. J'ai toujours essayé de consommer de manière raisonnable. Je vous cache pas que je continue d'acheter de temps en temps chez H&M, Zara, parce que j'ai pas un gros budget, et que la réalité, et on est nombreux à le vivre, c'est que ça coûte de l'argent d'acheter dans des marques premium. Donc je m'autorisais de temps en temps des achats chez H&M, Zara et tout, mais surtout beaucoup de vintage, parce que ça me faisait pas culpabiliser, mais c'était trop, quoi. Lorsque j'ai trié vraiment tout ce qu'il y avait dans mon appart, pour faire mon échange d'appartement avec Los Angeles, là, vous savez, le couple de retraités qui venait à Paris pendant que moi j'allais à Los Angeles, je me suis rendu compte vraiment du nombre de fringues que j'avais. C'est terrifiant. Parce qu'on a l'impression d'avoir un petit placard, mais quand on doit tout enlever, oh la vache! Ça fait vachement relativiser. Et, et ouais, là, je continue mon tri. C'est aussi l'un de mes buts de ce mois d'août. C'est tri parce que l'année prochaine, je vais faire de plus en plus de Airbnb. Mais ouais, en ce moment, je me rends compte qu'avec ces petites méditations et tout, j'ai plus du tout envie de consommer. Je trouve que c'est plutôt cool. Je suis assez fière de moi. Donc je me sens bien, mais surtout, le truc qui a changé, c'est que je mets tous ces petits trucs-là en place parce que je suis en train de faire une formation professionnelle et que c'est l'un des trucs hyper importants à mettre en place dans sa vie pour être efficace dans mon futur métier. Je vous explique. Alors, je ne lâche absolument pas le podcast, qui m'épanouit toujours autant. J'ai des bêtes d'objectifs pour 2025-26, mais carrément un objectif stratosphérique, donc je peux vous dire que je lâche pas l'affaire, rassurez-vous. Mais à côté, je fais une formation, une vraie formation professionnalisante sur 1 an, avec mais vraiment beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'heures d'entraînement. C'est sérieux et c'est passionnant d'ailleurs, pour me former en communication animale. Là, j'ai commencé en tout début mai. J'avais 6 heures de cours aujourd'hui. Demain, je suis en entraînement. Enfin voilà quoi, je prends le truc vraiment à cœur. Les gars, la formation est juste passionnante parce qu'on apprend tellement de choses sur l'humain, sur la médecine. Il y a plein de trucs autour du fait de faire de la communication animale pour devenir vraiment thérapeute du lien animal-humain dans ma formation. Et je vous expliquerai très certainement plus en détail ce que je fais dans un autre épisode, mais vous voyez, on s'intéresse à la médecine chinoise, à l'aromathérapie, à toutes les formes de thérapie comportementale qui existent, etc., etc. Alors, je ne me forme pas en médecine chinoise, on s'entend, c'est juste plein de choses que l'on apprend autour du parcours pour un peu s'ouvrir l'esprit sur le champ des possibles, quoi, et c'est vraiment passionnant. Et cette semaine, on parle tout particulièrement des 5 blessures de l'âme, et je me rappelle avoir lu ce bouquin de Lise Bourbeau. Je crois que c'est ça, attendez, bougez pas. J'ouvre mon petit ordinateur. Moi, j'avais lu les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu déjà.
je le trouve passionnant ce bouquin, mais je me rappelle l'avoir lu à l'époque et que alors peut-être que j'étais pas prête, psychologiquement, je sais pas trop, mais de un, j'étais assez frustrée de me dire: «Bah, OK, maintenant je connais ma typologie, mais il y a pas de solution au problème». Donc bon, un peu frustrée et de l'autre, ça faisait tellement d'informations à digérer que, j'étais un peu ressortie avec l'esprit embrouillé et là, dans ma formation, on reprend vraiment point par point, le profil de celui qui a souffert de l'abandon, du rejet, de l'injustice, de la trahison, de l'humiliation. Alors je vais pas aller en profondeur, dans tous ces trucs-là parce que je veux pas plagier le travail très chouette, que Marine, ma prof, a fait pour nous. Mais c'est hyper intéressant parce que ce que j'avais pas compris à l'époque, moi j'avais l'impression typiquement que alors moi ma typologie à la base c'est très fortement l'abandon, un petit peu le rejet. Et puis plus on travaille sur soi, bah comme un oignon, plus on enlève des couches et je me rends compte depuis quelques années, c'est hallucinant à quel point d'ailleurs ça me correspond, que je suis passée dans la blessure de l'humiliation. Et moi, je pensais, lorsque je l'avais lu la première fois et que c'était très clairement l'abandon qui revenait en premier point, que c'était lié à des gros traumas de sa vie. Et en fait, pas forcément. C'est là où c'est intéressant, c'est que bah il y a des personnes qui vont dire spontanément, peut-être en plus des gens optimistes de nature, bah moi j'ai eu des parents très aimants qui ont fait ce qu'ils ont pu, une enfance plutôt heureuse et tout. Et vraiment, ça n'empêche absolument pas pour autant d'avoir quelques blessures. C'est d'ailleurs un peu le but de l'existence, hein, de s'améliorer, d'apprendre sur soi, de grandir en tant que personne. Déjà, quand vous vous dites ça, ce que j'avais pas perçu à l'époque, c'est que lorsque vous dites «mes parents ont fait ce qu'ils ont pu» et cetera, vous avez une grande empathie avec une intelligence émotionnelle d'adulte. Vous reconnaissez maintenant que vous êtes adulte, qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Vous avez de la tendresse pour, vos parents parce que vous voyez très bien l'humain avec toute sa fragilité et toute son imperfection qu'il y avait derrière, puisque vous-même maintenant avez atteint ce stade-là où vous pouvez que réaliser que punaise la vie en fait c'est pas si binaire que ça, c'est pas si facile et que dans le fond ils ont fait ce qu'ils ont pu. Sauf que à l'époque, vous étiez soit un nourrisson, soit un tout petit enfant, soit un enfant, entre aller jusqu'à, 6 ans. Vous n'aviez pas les ressources intellectuelles pour comprendre, pour analyser la situation, vous n'aviez pas l'expérience et vous l'avez pris pleine poire. Et parfois, ça n'a pas besoin d'être un grand traumatisme de votre enfance, mais juste des petits moments clés du quotidien, typiquement un nourrisson que l'on laisse pleurer dans sa chambre parce que, bah, toutes les générations précédentes, on avait appris à nos parents qu'un enfant doit s'autoréguler, en pleurant un petit peu, solo dans son lit. Moi, j'avoue que spontanément, c'est ce que j'aurais fait aussi, vous voyez? En ce moment, je lis des choses effectivement qui contredisent ce point, mais ouais, pendant des générations, ça a été le cas. Bah, c'est un petit enfant qui, va garder des séquelles, qui va devenir adulte. Elles sont pas très graves, ces séquelles, mais elles créent une empreinte dans son mental que lorsque il exprime un besoin, on ne l'écoute pas, donc qu'il faut qu'il forge lui-même une indépendance et que s'il demande de l'aide quoi qu'il arrive, il sera rejeté. Donc il va développer une blessure du rejet. La blessure d'humiliation, ça peut être tout bêtement une famille dans laquelle, bah, on vanne vachement les enfants, les adultes et cetera, en faisant un peu des blagues pour se moquer gentiment de l'enfant, vous voyez? C'est pas forcément méchant, mais il y a des moments où un enfant, il comprend juste pas que c'est de l'humour et il va le prendre personnellement, se sentir humilié et développer un gros sujet autour de la honte, alors que dans le fond, à la base, c'est pas grand-chose. Et tout ça, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment en formation. J'adore. Évidemment, c'est des sujets, qui me parlent énormément
Et je me dis que ce bouquin, il peut même aider à avoir plus d'empathie envers les autres. Je repense à des situations passées, évidemment à des anciens amoureux, en me disant: «Bah, je comprends mieux, pourquoi il réagissait comme ça à l'époque, pourquoi, hem, il me rejetait». Comment dire? Non, c'était pas forcément rejeté à l'époque, mais il est je pense à 2 mecs qui avaient la même blessure de rejet en l'occurrence, qui, avec le recul, m'ont dit: «En fait, je suis tombée amoureux de toi très vite». Mais sur le coup, j'étais en mode: «Putain, mais c'est dingue, tu pas de me rejeter en disant, on se voit trop», ou à faire des phrases en mode: «Ah bah, c'était mieux quand j'étais célibataire», enfin des trucs que vous prenez en pleine face en mode: «Waouh, mais en fait, c'est violent». Sauf que la personne, elle, c'était pas son mental d'adulte qui parlait, mais le petit enfant qui trouvait ça plus facile de rejeter avant d'être rejeté. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que ces ex-là, avec le recul, étaient en mode, mais j'étais terrifiée par le fait que je sentais que j'étais en train de tomber amoureux et ça me semblait vertigineux parce que tout d'un coup, je devenais extrêmement vulnérable au fait d'être rejetée par toi. Donc je préférais d'abord te rejeter avant que tu me rejettes. C'est un peu de l'auto-sabotage aussi. Mais avec le recul, ça donne plus d'empathie envers son entourage. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme bouquin et puis, bah, ça permet de se connaître mieux soi et se rendre compte que, c'est pas parce qu'on a fait le travail conscient avec sa tête d'adulte d'arriver à comprendre le pourquoi du comment de ce qui s'est passé dans son passé que le petit enfant en nous, bah, il est pas encore blessé à vif, quoi. Un exercice que ma psy nous avait fait faire, enfin m'avait fait faire, qui était génial et que j'ai fait aussi en formation au cours de ma formation pro là, c'est celui de parler à sa petite fille ou à son petit garçon, à l'enfant qu'on était, et c'est tellement touchant et tellement puissant et ça permet de se rassurer et de s'auto-réguler aussi soi-même, et je trouve que c'est un super, super, super exercice. Et alors oui, cette formation en communication animale, alors vous allez trouver ça fou et honnêtement, avant de l'avoir expérimenté la première fois, je me rappelle la toute première personne à m'en avoir parlé, c'est quelqu'un qui bossait dans le milieu du cheval. J'étais avec ma pote Mylène, que vous avez déjà entendue il y a longtemps sur ce podcast, mais qui est toujours l'une de mes meilleures amies. Cette personne nous avait parlé de la com animale et on s'était regardé en mode viens, on rigole pas, mais c'est une folle, quoi. Genre, cette personne est folle. Et puis, quelques années plus tard, j'ai mon premier chien, Romy, qui a des problèmes de comportement. Et je vais voir mon veto. Je vais voir une veto comportementaliste qui m'a été recommandée. Je prends des cours collectifs, je prends des cours individuels et ça ne passe pas. Et comme beaucoup, en dernier recours, vraiment en dernier recours, je me dis bon bah je vais faire le truc là de communication animale, sorte de médium pour animaux. Alors en réalité maintenant, je dirais plus que c'est un médium pour animaux parce que maintenant que je l'ai fait cette formation, que je l'expérimente, que j'arrive à communiquer avec le vivant, je me rends bien compte qu'en fait c'est pas du tout le bon terme. C'est comme ça que je le disais à l'époque. Et je prends rendez-vous en me disant oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de gaspiller mon argent, quoi. Et puis je peux pas en parler, on va se foutre de ma gueule. Enfin, je me sentais ridicule. Je fais cette séance et c'est hallucinant ce que la personne me raconte sur mon animal, sur le lien qu'on a toutes les deux, sur qui je suis, sur ce qui s'est passé lorsque j'ai pris mon chien, ses problèmes de santé à elle. Euh, je me rappelle typiquement qu'elle m'a dit ah bah vous venez de changer ses croquettes il y a quelque temps, mais c'est top. Elle est en train d'arrêter ses allergies. Mais putain, mais comment elle savait ça? Enfin, tout était incroyable dans cette séance. Et là, ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que, waouh, vraiment, définitivement, on se rend compte, enfin, on ne connaît que 10% de nos capacités mentales, quoi. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a trotté dans la tête l'année dernière et l'année d'avant de faire une formation en communication animale parce que j'ai envie de faire un métier
un peu plus dans l'ombre. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans ce podcast, j'ai l'impression que je radote. Peut-être que je radote en fait et que je vous ai grave raconté déjà ça. Oh là là, ça va pas du tout. Bon bah désolée si je radote, écoutez, ça va faire une petite redite. Et en plus je vais refaire un épisode pour vous raconter en détail ce qu'est la communication animale, donc je radoterai, ça va être catastrophique. Tout ça pour dire que moi ça me fout la pression grave d'avoir un métier comme le podcast où on est dépendant du fait que vous aimiez nous écouter, vous aimiez m'écouter et les invités que je choisis. Donc j'ai la pression des invités, j'ai l'impression de dire des choses intelligentes, je regarde les stats que font le podcast, ça me fout la pression. Et puis ensuite, je dois gérer les chiffres avec mes clients. Et puis, il y a l'administratif. Et puis, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça me stresse un petit peu, moi. Je suis du genre facilement stressée. Et j'avais envie d'avoir un métier à côté qui me permette de lâcher prise avec le fait qu'on aime ou pas ma gueule, quoi. Vous voyez, un métier où je puisse être douée, aider les autres et me mettre un peu en retrait aussi. Et les animaux, il faut dire la vérité, les animaux, c'est toute ma vie depuis toujours. Enfant, je disais hyper sérieusement, quand j'aurai 60 ans, je prendrai ma retraite et je partirai en Afrique dans une réserve pour aider les bonobos. C'était extrêmement précis. Maintenant, j'avoue que à 60 ans, je me vois plutôt dans ma maison de campagne à Laguna Beach. Maison de campagne, non, maison de secondaire, excusez-moi. Voire tertiaire, oh là là, mais rêvons en grand. Mais ouais, à l'époque, vraiment, déjà, les animaux, c'était toute ma vie et je me ressource énormément auprès des animaux, encore aujourd'hui, et j'ai quelque chose avec ça. Ça me plaît énormément. Je pense que ça correspond vachement bien à ma sensibilité aussi. Et je voulais faire un métier qui fasse du bien et en lien avec les animaux. Et ma formation est passionnante. Je suis hyper épanouie. J'apprends énormément. On a commencé à faire des communications avec des animaux et je dis des choses d'une précision qui me bluffe. J'avais tellement peur de pas y arriver. Il y a des coms où je suis moins bonne, je m'en veux un petit peu et j'essaie de lâcher prise avec ça. C'est hyper intéressant parce qu'en plus c'est une formation où il faut vachement lâcher prise avec ses attentes, etc. Vraiment, ça vous fait grave travailler aussi sur vous-même, quoi. Mais là, les dernières coms que j'ai faites, j'ai trouvé des trucs tellement précis qui ont aidé les personnes pour qui j'ai fait la com que oh là là, la dernière com en question, je vous jure, j'arrivais pas à endormir la nuit, quoi. J'étais surexcitée, j'étais en mode putain mais c'est fou et tout, tellement contente d'y arriver, de bien faire le travail, de bien faire les choses, de rendre service, enfin c'était un mélange de beaucoup de choses qui vraiment m'ont rendue trop heureuse et je pense que ça a beaucoup 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 m'épanouir. Et j'aimerais énormément pouvoir faire ce métier aussi à Los Angeles. Je me dis ça peut être ma porte d'entrée sur le sol américain. Donc on verra bien. Déjà faut que je sois diplômée. Il y a beaucoup 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 de cours, beaucoup de taf encore. Donc voilà, rien n'est fait, mais je me donne vraiment les moyens. Et ça fait trop plaisir de se sentir bien là où on est, se sentir à sa place, se dire que on est aux portes d'une prochaine étape qui a l'air trop chouette, quoi. Oh là là, je me sentais stagnée dans les années précédentes. Je pense que ma relation, honnêtement, m'a tellement pris de l'énergie. Ma relation précédente m'a tellement pris d'énergie que je stagnais, voire je régressais un petit peu. Je pense en tout cas que c'était le cas avec le recul. Et là, j'ai l'impression d'être dans un renouveau et ça me fait trop plaisir. Et j'espère vraiment aussi que ça va être le cas pour le podcast. N'hésitez pas à continuer à parler de la leçon autour de vous. D'ailleurs, ça m'aide toujours énormément.
Et j'ai encore besoin de me faire connaître et de voilà, pour continuer à faire mon travail et à vous divertir. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais ouais, c'est trop trop chouette. Donc je suis contente. Il y a rien de particulier en ce moment. Ah si, je m'étais noté un truc, une petite réflexion. Mais je la garderai peut-être pour la prochaine fois. Sur la Gen Z vs les millennials. Je crois que je vais le garder pour la prochaine fois. J'avais noté quoi à l'épisode du dimanche? J'avais noté le scoop de la tromperie en cam durant le match, pas du tout, le concert. Le concert de... Ah, ça me saoule! Vous voyez très très bien de quoi je parle. Le CEO d'astronaute là qui s'est fait prendre en train de tromper sa femme. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que le karma l'a bien rattrapé. Et je m'étais noté une phrase: je n'ai jamais entendu un homme qui traite sa femme comme une princesse dire qu'elle avait des critères trop élevés. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous fais des gros 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 bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme la semaine dernière, à me laisser un petit com sur Spotify. Ça me fait trop plaisir. Les petits coms que j'ai reçus. Et puis, vous n'hésitez pas à me donner des idées d'épisodes de prochains FaceTime avec ta Paulette. Sur Instagram, j'ai mis une boîte à questions pour vous demander des idées de prochains invités sur la leçon. Donc ça tient toujours. Je suis toujours hyper intéressée par vos retours. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis à très vite. Bonne soirée.